Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir ce soir sous cette verrière. Le ciel est redevenu bleu. Je vous suggère de jeter un œil au-dessus de vous, au-dessus de vos têtes. Voilà, pour que vous puissiez apprécier cet endroit absolument magique dans lequel nous avons la chance de tous travailler depuis quelques semaines. Je me présente, je m'appelle Philippe Devost et j'ai la chance et le privilège incroyable de diriger Léonard. Léonard qui est le laboratoire ouvert du futur des villes et des infrastructures qui a été monté par le groupe Vinci. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'on fait chez Léonard ? Pourquoi Vinci s'est-il embarqué dans cette aventure ? Léonard répond à une vision profonde qui a été maturée ces dernières années, selon laquelle le futur de Vinci lui-même se joue et va s'écrire dans la coopération de plus en plus renforcée entre ces différents métiers. Vous savez qu'on est sur des métiers très divers. On est à la fois dans le contracting, dont le pouls bat au rythme du trimestre. On est dans l'exécution. On est aussi dans les concessions, où là, tout l'enjeu, c'est de prévoir quelle sera la démographie dans 70 ans, quel sera le trafic de l'aéroport d'Osaka dans 70 ans, et par conséquent, quelle est la valeur actualisée de ces flux de trafic dans les 70 ans qui viennent. Et au milieu, on est un peu aveugle sur ce qui va se passer dans les 3 à 10 ans qui viennent. Et si vous vous souvenez bien, c'est dans des périodes de 5 à 7 ans, précisément dans cet espace-là, que Nokia a disparu, que le véhicule électrique et autonome est devenu une réalité et non plus un fantasme, qu'on a appris à faire réatterrir des premiers étages de fusées au nez et à la barbe des agences spatiales nationales, etc. Ça, c'est la première grande mission de Léonard, qui est d'éclairer tout le groupe Vinci à travers une activité de veille et de prospective. Une deuxième grande activité, c'est celle de l'accompagnement des programmes innovants. Et le premier des programmes innovants que nous avons mis en place, c'est celui qui permet à des intrapreneurs d'avoir des idées, de porter ces idées en essayant de les transformer en projets, et d'une certaine manière de passer de « I have a dream » à « I have a plan ». Pour cela, on les accompagne, on leur fournit de la méthodologie, on les accueille ici en résidence. Et puis pour ceux d'entre eux dont le projet est le plus solide, on les aide à passer de « I have a plan » à « I have a business plan ». L'idée étant qu'à la fin, ils puissent créer et déployer de nouveaux business pour le groupe Vinci. Voilà. Pour le reste, je ne m'étendrai pas plus, mais si déjà vous avez saisi cela et si vous avez saisi le fait que vous êtes dans un lieu qui est ouvert, dans lequel vous avez été accueillis, dans lequel vous serez de nouveau accueillis, dans lequel on accueille des innovateurs qui viennent de l'extérieur, on accueille les startups, on accueille des événements comme celui-ci ce soir, vous aurez tout compris et j'espère que vous aurez envie de revenir. Donc ce soir, c'est le 7e événement de ce festival Building Beyond que nous avons démarré sur les chapeaux de roue le 8 juin dernier. On est à peine à un tiers puisque il nous reste 18 événements jusqu'à mi-juillet, donc j'espère bien que vous reviendrez nombreux. Et c'est un très grand plaisir, encore une fois pour moi, de vous accueillir ce soir et de voir quelques têtes connues. Et en revanche, je ne sais pas, combien d'entre vous sont déjà venus à un événement du festival ? Bon, c'est intéressant. Voilà un taux dont j'espère qu'il va s'accroître. Alors, jusqu'ici, on a dessiné les villes avec Squeaton et Peters. On a écrit et mis des mots sur les villes avec l'intervention d'Eric Orsena. Ce soir, on va rentrer dans le dur. On va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on construit autrement. Et je voudrais juste vous citer une petite anecdote. Au début de cette année, une start-up dont personne n'avait jamais entendu parler, en tout cas en Europe, a annoncé avoir fait une levée de fonds de 865 millions de dollars. Est-ce que vous savez à qui je fais référence ? Est-ce que le nom de Catera vous dit quelque chose ? Donc Catera, start-up inconnue au bataillon, qui lève encore une fois des montants phénoménaux du premier coup, est une entreprise américaine qui fait de la construction en bois et qui a décidé d'intégrer de manière totalement verticale le processus de production de manière à accélérer le déploiement de la construction des bâtiments, à pouvoir d'ailleurs envisager de construire des bâtiments très complexes. Il ne s'agit pas de petites maisons dans la prairie comme on les imagine dans la mythologie américaine, il s'agit bien de bâtiments, d'immeubles de bureaux, d'immeubles d'habitation,
mais avec des gains de vitesse et donc des gains de coût et une intégration sur place qui sont phénoménaux. Ça, c'est une des manières de construire autrement. Alors, au pays du béton, on n'est pas forcément tout de suite dans ces mêmes logiques, mais je trouve que c'est un signal suffisamment intéressant de voir des levées de fonds massives commencer à s'effectuer dans nos secteurs pour qu'on se pose la question de manière sérieuse. Et pour se poser des questions de manière sérieuse, en général, il faut faire appel à des spécialistes. Et il se trouve qu'on a la chance d'avoir ce soir Cap Digital, qui a cette capacité à faire de la veille et à éclairer des sujets extrêmement précis de manière très éclairante depuis plusieurs années. Et donc, je vais avoir le grand plaisir de passer la main à Benjamin Gans, qui va vous présenter et animer cette soirée. J'espère qu'à la fin de laquelle j'espère que vous aurez réellement envie, un, de construire autrement, et deux, de revenir chez nous. Bienvenue ici, à très bientôt, merci. Bonjour à tous, merci effectivement d'être venus nombreux. On avait 170 inscrits pour cet événement. Donc, d'après le taux de no-show qu'il y a à Paris, on va être autour de 80-90. Je suis Benjamin Gans, effectivement. Je travaille pour une structure qui s'appelle Cap Digital. Merci de nous accueillir dans ce magnifique lieu que j'ai vu il y a quelques semaines, un mois avant l'inauguration. Je n'étais pas sûr qu'ils puissent arriver à tenir leur délai, mais ils l'ont fait. C'est vraiment très beau. On peut les féliciter. Donc, je m'occupe d'une structure qui s'appelle EdFab chez Cap Digital. Et chez EdFab, on adresse notamment la question de la transformation du travail. Alors, sur la question de la transformation du travail, il y a un certain nombre de prévisions, de statistiques un peu anxiogènes qui sont en train de sortir et dont vous avez peut-être entendu parler déjà, notamment sur le nombre d'emplois qui sont impactés par les progrès de l'intelligence artificielle et de la robotisation. Je suis un peu en avance sur mon programme de slides. Là, c'est le déroulé de ce qu'on va voir ce soir. Sur cette question de la transformation du marché du travail, on a à peu près 45 à 60% des emplois qui seront automatisés d'ici 2030 du fait des progrès de l'intelligence artificielle et de la robotisation. Ce n'est pas du conditionnel, c'est du futur. Ce n'est pas n'importe qui annonce ça, c'est le cabinet McKinsey et qui continue en disant ça va impacter 400 à 800 millions d'emplois qui risquent d'être supprimés et ça peut concerner 300 jusqu'à 375 millions de travailleurs qui devront se reconvertir. Donc on peut penser que McKinsey affabule un peu, mais ils sont des gens plutôt sérieux et on devrait plutôt faire attention à ce qu'ils prévoient. Je vous invite à regarder leur étude sur Internet, à la retrouver. La référence est ici. Donc ça fait effectivement un petit peu peur quand on pense au volume d'emplois, d'actifs que ça va concerner dans les années qui viennent. C'est absolument considérable. D'ici 2030, c'est vraiment demain, dans une dizaine d'années seulement. Alors derrière cette prédiction, qui fait un peu peur sans doute, il y en a une autre, puisqu'on est vraiment abreuvé de multiples études sur la transformation du marché du travail. Il y en a une autre qui dit que d'ici 2030, de nombreux métiers seront créés. Donc d'un côté, on a des métiers qui vont disparaître ou qui vont se transformer. De l'autre côté, on a un certain nombre de métiers qui vont apparaître. Et d'après une étude d'un autre cabinet, dont je vais vous retrouver la source, c'est 60% des métiers qui existeront en 2030 n'existent pas encore. Dell a fait une autre étude qui prévoit que 80% à 85% des métiers qui existeront en 2035 n'existent pas encore. Donc on a une vraie opportunité à former des personnes à ce qu'on appelle le upskilling, le reskilling, la reconversion professionnelle, travailler sur l'acquisition de nouvelles compétences dans ce contexte-là. Alors ces meet-ups sur les métiers de demain, ils adressent, l'objectif c'est quoi? C'est un travail de veille et de prospective pour explorer les métiers qui seront à pourvoir dans les années qui viennent, aider notre écosystème à anticiper les besoins en formation, aider les étudiants à s'orienter, aider les actifs à la reconversion. Et on est là, je vais vous donner une autre petite anecdote, parce qu'il y a 2 ans, j'étais face à une douzaine de jeunes qui étaient en galère d'emploi. Ils ne savaient vraiment pas comment rebondir sur le marché du travail. Et je leur ai dit, vous avez quand même une formidable opportunité aujourd'hui, c'est que de nombreux secteurs d'activité sont en train de naître, se créer devant vos yeux, et il
Il n'y a pas besoin de diplôme pour obtenir un métier. C'est la motivation, c'est la curiosité, c'est votre ambition personnelle qui va compter. Et je leur cite notamment l'exemple des Fab Labs. Et je leur parle des Fab Labs et je vois leurs grands yeux qui s'ouvrent. Je leur parle des imprimantes 3D. Je leur dis, mais il y aura plein de métiers autour de l'impression 3D demain. Et je réalise qu'aucun d'entre eux ne sait ce qu'est une imprimante 3D. Donc je leur fais une démo. Et voilà, je suis tombé un peu de ma chaise. Moi, je suis dans une bulle, un peu comme vous, sans doute, hein, d'innovation. On fait de la veille, on est acculturé, comme on dit, à ces sujets. Malheureusement, il y a un certain nombre de jeunes qui ne savent pas se projeter dans le marché de l'emploi, dans les métiers de demain, parce qu'ils n'en ont absolument aucune idée. Donc l'idée de ces meet-ups, c'est pour vous, pour nous et aussi pour eux. Et c'est la raison pour laquelle toutes les interventions sont filmées et sont référencées sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez voir toutes les précédentes éditions. On a des partenaires qui nous accompagnent depuis le début. On est très fiers d'avoir le groupe Manpower qui va intervenir là dans quelques minutes, le réseau d'écoles Webforce 3 et l'ONG Hort France. Donc je vous l'ai dit, on a un certain nombre de meet-ups qui ont été organisés depuis l'année dernière. C'est une séquence mensuelle. À chaque fois, dans un lieu différent, on adresse une thématique différente. En 2017, on a adressé les nouveaux métiers des Fab Labs. C'est quoi un forgeur numérique? Du e-sport, c'est quoi un caster? Un streamer? Comment on peut gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo aujourd'hui? Les nouveaux métiers dans le secteur des drones, de l'image, de la robotique. Et cette année, on a poursuivi cette séquence. Et là, c'est la dernière de l'année. C'est la fin de ce petit marathon qui a duré 6 mois, pendant lequel on a exploré les nouveaux métiers du marketing et de la communication, de la santé, de la data et de l'IA. C'est quoi un data journaliste, un data hunter, un data storyteller, par exemple. Les nouveaux métiers de la fintech, de la blockchain, de la cybersécurité. Pendant Viva Technologies, on était sur l'espace Manpower. On a exploré les nouveaux métiers des ressources humaines et des tech. Et aujourd'hui, c'est la dernière séquence de l'année autour des nouveaux métiers de la Smart City et du BTP. Alors, Cap Digital, qui ne connaît pas Cap Digital? Petite question. Vous pouvez lever la main. Ah, quelques-uns quand même. Donc, on est un des 70 pôles de compétitivité. On va même dire 69, parce qu'on a absorbé il y a quelques jours, je pense que c'est une information qui peut vous intéresser, peut-être que Patrick, qui est le délégué général du pôle, peut en dire un mot. On a absorbé un pôle que vous connaissez peut-être aussi, qui s'appelle Advanced City. Donc je vous présente Patrick Coquet, qui est délégué général du pôle, et qui va vous dire un mot sur ce qu'est Advanced City et la manière dont on l'a absorbé. Merci. Donc, Cap Digital, pôle de compétitivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regroupe les entreprises qui travaillent sur des innovations. Alors, au départ, Cap Digital numérique, donc les innovations numériques qui s'appliquent évidemment à tous les domaines de l'activité, sur des verticales comme la santé, comme la culture, comme la ville, comme l'éducation, et comme la production, voilà, tout ce qui est lié à notre environnement quotidien, je dirais, du numérique. Alors, il se trouve que Cap Digital a intégré depuis quelques semaines le pôle Advanced City, qui était dédié à la ville du numérique, enfin la ville future. Et donc, Cap Digital a vocation aujourd'hui à regrouper à la fois la transformation numérique, mais aussi tous les sujets liés à la transition écologique. Et ce qui nous semblait très important en fait dans l'avenir du pôle, c'est de s'attaquer à ces deux vrais sujets qui sont les sujets de société, qui modifient en fait toute l'évolution de notre économie et de notre société, donc à la fois le numérique et la transition écologique, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui oublier qu'on est sur une planète qui a besoin aussi d'évoluer dans le bon sens. Donc rejoignez-nous, nous sommes en gros un grand collectif d'innovateurs, puisque nous regroupons à peu près 1000 entreprises, les principales universités, les principales écoles, et que notre objet est de vous aider à trouver des partenaires, à organiser des projets, à vous développer dans le business, sur l'élevé de fonds quand vous êtes une start-up, etc., d'aller à l'international. Donc toutes ces facettes
de la croissance d'une entreprise, vous pouvez la trouver avec un support de Cap Digital. Je vous remercie. Merci Patrick. Alors effectivement, tu as parlé de nos membres. On en a un peu plus de 1000, parmi lesquels une grosse part de PME et de start-up. On se considère comme un collectif d'innovateurs. Et au sein de ce collectif, je m'occupe personnellement d'une structure qui est située à Saint-Denis, qui s'appelle EdFab, qui est un lieu dédié à l'innovation dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la transformation du travail. Un lieu dans lequel on veut que l'écosystème, c'est-à-dire vous, puisse venir s'informer, se rencontrer, apprendre et expérimenter. Et pour ça, on a différents dispositifs. Je vais en citer 3 juste pour l'exemple. On a lancé l'Observatoire de la tech française avec la Caisse des dépôts et le soutien de la Maïf, qui référence les acteurs innovants dans le domaine de l'éducation et de la formation. Donc si vous cherchez, par exemple, à identifier les acteurs du Serious Game en Occitanie, vous pouvez utiliser cette plateforme interactive, qui se décline aussi sous la forme de petits déjeuners dédiés sur des thématiques particulières. Un autre événement, c'est ce meet-up qui nous réunit ce soir autour des nouveaux métiers de la Smart City. Une autre action, des actions de support à l'intention des dirigeants d'entreprise. Des séances d'acculturation à l'innovation. La prochaine sera dédiée à intégrer la réalité virtuelle et la réalité augmentée dans sa stratégie. Des séances d'une demi-journée. Et là, c'est Dassault Systèmes qui vient nous éclairer de son expertise sur le sujet. Voilà pour un panorama de nos actions. Un petit mot aussi sur le festival Future in Paris qui démarre jeudi. Future in Paris, c'est le plus grand festival du numérique, gratuit, ouvert à tous, dans lequel vous allez pouvoir voir 80 prototypes, innovations, expérimentations. Il y a une 50aine de conférences, parmi lesquelles, voilà, j'en ai listé quelques-unes. Comment se former quand on vivra 150 ans, comment recruter les talents du numérique. Demain, tous bouchers Instagrammeurs épanouis. Et puis une keynote de Carlo Ratti du MIT sur le futur des villes. Donc je vous invite à aller sur le site paris.futurfestival. Et puis pendant le festival Future in Paris aussi, on est aussi à la recherche de public pour assister à des labs. Donc les labs, ça va être réfléchir avec Enedis par exemple sur comment rendre la mobilité électrique attractive dans les années qui viennent. Un lab aussi organisé par Continental Automotive sur recruter et pérenniser les talents du numérique dans le monde industriel. Donc sur parisfuturfestival.com, je vous invite à retrouver toutes les informations sur cet événement qui nous tient à cœur. Alors maintenant, c'est une petite intervention de notre partenaire parce qu'il a réalisé une étude justement sur le marché BTP. C'est le groupe Manpower qui est partenaire des meet-up depuis le mois de janvier. Et Nicolas Maillet va nous parler du marché du BTP puisqu'ils ont réalisé une étude sur le sujet. Alors, la zapette. Voilà, le micro. Bonjour à tous, merci d'accueillir le groupe Manpower. Alors, effectivement, notre présence parmi vous dans cet événement doit avoir un peu de sens. Vous expliquer ce que fait Manpower à travers le BTP. Donc, aujourd'hui, nous employons à peu près 17 000 personnes en équivalent de temps plein au travers de nos clients BTP. Et nous avons des agences spécialisées sur ces métiers. Et je vais essayer d'aller assez vite sur ce point-là parce que l'idée, c'est pas de présenter Manpower. Je pense que vous connaissez Manpower. Pourquoi le BTP et surtout pourquoi, ce soir, on va être associé aux nouveaux métiers, aux nouveaux marchés, à l'innovation dans le BTP. Parce qu'on suit de très près ces grands groupes et parce que nous avons ces 17 000 intérimaires en équivalent temps plein. À un moment, on se pose la même question que nos clients. C'est quels sont les métiers de demain ? Qu'est-ce que vous allez nous demander après-demain que l'on n'a pas encore aujourd'hui ? Mais il ne faudra pas nous demander ça le jour J. Il faudra un petit peu anticiper et compter aussi sur nous pour vous permettre d'aller sur les chantiers et surtout sur ces nouveaux métiers. Donc je vais juste faire un point plutôt positif. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer d'être très positif pour vous dire qu'effectivement, sur le marché de l'emploi lié à l'intérim, qui, vous savez, est souvent annonceur de bonnes nouvelles, on dit que dans le bâtiment, quand le bâtiment va, tout va. C'est aussi le cas de l'intérim quand ça va bien. En général, on a de bons résultats et ça veut dire que derrière,
il y a des besoins, il y a de l'emploi, il y a de la création d'emplois. Donc l'intérim aujourd'hui, à travers le BTP, est en croissance de 13,6%. C'est important quand on sait qu'il y a 4 ans, on était vraiment dans des situations de crise et que le BTP était vraiment flat avec un recours à l'intérim très très faible. S'ensuit derrière le chiffre que vous voyez juste en dessous sur la slide où nos clients également de nouveau embauchent. Ça, c'est important parce que ce n'est pas arrivé ces dernières années et il y a moins d'1 an, ce chiffre était encore négatif. Donc, non seulement on a de nouveau recours à l'intérim dans le BTP, mais nos clients embauchent également en CDI à côté de ça. Donc, maintenant qu'on a donné un état des lieux, j'allais dire, positif sur le marché et sur l'emploi de façon générale, à quoi nous allons servir pour ces métiers de demain, c'est d'être un peu provocateur en fait avec nos clients. Parce que l'intérim tel que vous le connaissez vraisemblablement, c'est bon, je voudrais quelqu'un pour demain matin, est-ce que vous avez quelqu'un de disponible? Oui, non, peut-être, ok. Sauf que là on parle Smart City, on parle nouvelles technologies, nouveaux métiers. Il faut qu'on bouscule un peu nos DRH clients en leur disant ok, mais c'est vous qui allez créer ces métiers, c'est pas Manpower à la base. C'est des nouvelles technologies, des imprimantes 3D qui font des maisons toutes faites. Il va bien falloir mettre des hommes derrière tout ça. Donc il va falloir nous apprendre quels sont ces métiers. Il va falloir, nous, de notre côté, qu'on vous aide à former ces gens. Et surtout, c'est la grande tendance aujourd'hui, en tout cas pour notre groupe, à transformer les métiers. Parce que si on n'aide pas nos clients et nos entrepreneurs à transformer ces métiers, on va vraiment arriver à un moment où un maçon restera un maçon, sauf qu'il est devenu il est passé derrière un pupitre pour conduire une imprimante 3D. Donc là, on a vraiment besoin d'un esprit de partenaire, en fait, et de provoquer avec nos clients quels sont les métiers de demain pour qu'on les aide. Le groupe Manpower est là pour ça. Évidemment, vous avez parlé de Vivatech. Donc on n'est pas resté en reste, on a essayé d'accompagner aussi nos salariés, nos intérimaires. Et je voulais juste mettre un peu en exergue quelles étaient nos innovations par rapport à nos candidats, avec une appli mobile qui est la première du marché, qui permet à nos intérimaires de suivre leur mission, de se géolocaliser, de savoir où sont leurs futures missions. Nos intérimaires, notamment dans le BTP, sont très mobiles comme les chantiers. Donc aujourd'hui, on a 560 000 téléchargements de cette application. Donc on est dans l'innovation par rapport à eux. Et puis, comme je n'ai pas beaucoup de temps, plus récemment, et très présent sur le salon Vivatech, je ne sais pas si vous l'avez testé, nous avons élaboré un casque virtuel pour la prévention et la sécurité de nos intérimaires. Aujourd'hui, toutes nos agences BTP en France en sont équipées. Donc 73 agences sont équipées de ce casque virtuel. Et ça permet à nos candidats d'être immergés dans un chantier en 3 dimensions et de faire une chasse au risque de façon à ce que, lorsqu'ils vont être dans une situation réelle, ils aient vu tous ces risques et toutes ces possibilités éventuellement de se blesser. Donc on est dans l'innovation. On a besoin de nos clients pour aller encore plus loin et pour aller sur les nouveaux métiers. Et à côté de ça, sur la partie, j'allais dire presque RH, on continue d'innover et de créer aussi pour eux. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je reprends les petits outils. Alors voilà le line-up, c'est comme ça qu'on appelle le déroulé dans un festival. C'est le line-up, tous ceux qui vont intervenir ce soir. On a un beau line-up, je suis vraiment très content parce qu'on a réussi à identifier, sourcer des métiers émergents en transformation ou vraiment nouveaux autour de l'énergie, autour du BIM, autour du métier d'électricien, de l'impression 3D, de bâtiments également. Alors il y a un petit hashtag en bas à gauche si cet événement vous plaît ou si vous voulez interagir avec nous sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, le hashtag c'est #HeadFabMeetup tout simplement. Le déroulé est aussi très simple, c'est 7 minutes chrono. On a à peu près 7 présentations, 7 x 7, 49. Voilà. On est là pour à peu près 1 heure. Et à la fin de ces pitchs, si vous voulez faire une annonce aussi, vous pouvez lever la main. Et s'il y a un événement ou si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, il y a un petit cocktail pour networker à la fin juste de cet événement. Donc c'est parti pour
la première intervention. Et c'est Alain Guilaine, cofondateur et DG, spécialiste en impression 3D pour la construction chez Xtree-i. On dit Xtree-i ou Xtree, tout simplement. L'arbre, voilà, la zapette. 7 minutes, c'est parti. Très bien, très rapidement, je vous présente quand même ce qu'est le contexte dans lequel nous développons de nouveaux emplois. Nous, notre métier, c'est d'imprimer des éléments pour la construction. Avec l'intérêt de l'impression 3D, c'est d'avoir une maîtrise de la complexité, une très bonne qualité d'impression et des matériaux multiples. On n'imprime pas que du béton. L'enjeu, non. Alors d'abord, les systèmes. Donc là, vous avez voilà ce qu'est une imprimante 3D pour la construction. Donc on travaille avec des robots ABB et on a développé une tête d'impression unique. On a développé toute la partie malaxage du béton et je vous dirai avec quelles compétences. L'enjeu de la construction, c'est de passer d'un monde numérique à la conception. Aujourd'hui, on fait, voilà, ça c'est un algorithme qui a été développé par quelqu'un chez nous, chez Xtree. On a un mur structurel, structurant, et ensuite on arrive à ce mur-là en creux. L'idée avec l'impression 3D, c'est de vendre plus de creux que de plein. Donc on a réussi, avec le numérique, à faire quelque chose de très performant. Vous avez la réalisation de l'autre côté, qui est superbe, très moderne, tout va bien. Sauf qu'entre les deux, vous avez des moules, des barres d'acier, des mecs avec des barres à mine, etc. qui travaillent. Et donc en fait, on a des métiers qui ne sont pas, quand on regarde le milieu de la chaîne de valeur, du tout intégrés dans le numérique. Et c'est ça notre métier, c'est d'amener le numérique dans la réalisation. Alors l'amener pour tout un tas de raisons, mais quand on parle des hommes, principalement pour des questions de santé-sécurité. Avec les robots, on va pouvoir travailler dans d'autres conditions. Et l'impression 3D et toute la partie en amont de la conception, ben c'est un petit peu amener ce qui se fait aujourd'hui dans l'industrie automobile, dans l'industrie de la construction aéronautique, que l'on voit à côté, dans le milieu de la construction. Et donc rendre plus safe la façon de travailler. Alors je passe maintenant à l'emploi et aux emplois que l'on a chez nous. Alors, petite anecdote, en février 2017, quand on a commencé à pouvoir se payer, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va mettre sur les feuilles de salaire? C'est quoi la définition de fonction? Et en fait, on a trouvé un thème un peu, enfin, un mot un peu rassembleur. En fait, on a des seniors, parce que ça faisait 4 ans qu'ils bossaient sur le sujet. Ils ont 24, 27 ans, mais ils sont seniors. Puis ça permet de les vendre plus cher quand on les vend en consulting. Donc, des seniors ingénieurs en technologie et développement de marché. Voilà, voilà. Et je vous ai mis les partenaires pour bien montrer qu'on est dans un écosystème, que notre métier, c'est pas d'aller, on n'est pas un Uber pour les taxis. Nous, notre métier, c'est d'amener, notre vocation, c'est d'amener l'impression 3D, grande dimension, dans le secteur de la construction. Donc on travaille avec. Et ça fait partie, je dirais, des compétences de base des gens chez nous, vraiment de comprendre l'environnement et de pouvoir travailler à chaque niveau de la chaîne de valeur de la construction. Voilà, très en amont avec les architectes, avec les prescripteurs, mais aussi très en aval avec les constructeurs, parce que nous ne sommes pas opérateurs, nous amenons la technologie, nous vendons des unités de production. On est en train de développer, avec Léonard d'ailleurs, dans le cadre d'un projet, une unité de production à Dubaï qui fonctionnera début d'année prochaine. Et donc voilà, donc, nous on amène la techno, on forme, et on amène les gens. Et donc vous voyez qu'on a des gens, voilà, on travaille beaucoup avec ABB sur les robots, donc la robotique, Vinci Construction, avec qui on a un partenariat de R&D et qui est rentré comme minoritaire dans le capital d'Xtree en 2017. Lafarge-Holcim sur le développement des bétons, donc les matériaux. Le CSTB, toute la partie, on est incubé dans le CSTB Lab, donc toute la partie normes et autres. Et puis avec les écoles, l'école des ponts. Aujourd'hui, on a une tête d'impression Xtree à l'école des ponts. On a un doctorant associé d'Xtree à l'école des ponts. Et on travaille à développer aussi la technologie là-bas, pas que chez nous. Partenariat qui n'est pas inscrit ici, c'est Supmeca,
dans le 93, qui est une école d'ingénieurs qui travaille dans l'automobile et dans l'industrie aéronautique. Et Submeca, on a un alternant, enfin non pas un alternant, on a un étudiant en fin d'études qui va partir ensuite en VIE à Dubaï pour démarrer l'unité pour la construction là-bas. Donc on voit bien que des gens qui sont formés pour l'automobile et pour l'avionique rentrent dans la construction et ça marche très bien. Alors en fait, des compétences que l'on a chez Extri. La plupart, aujourd'hui on est 8 équivalents temps plein, la plupart architectes de formation, souvent double compétence, architecte et ingénieur génie civil, docteur en matériaux. Et d'ailleurs, là, on a parlé surtout du béton, mais le docteur en matériaux qui s'occupe de la science chez nous, en fait, il est plutôt en matériaux acier et polymères. Et d'ailleurs, on imprime des polymères, on imprime de l'argile, on imprime du bitume, on imprime tout un tas de choses, puisque la technologie permet d'automatiser beaucoup de métiers dans plusieurs domaines. Voilà, donc architecte, génie civil, hop là, ça saute, robotique et informatique. Voilà, donc ça, on va dire, c'est les métiers chez Extri. Puis après, il y a un deuxième cercle, c'est nos clients. Parce que comme on n'est pas opérateur, bien entendu, qui va opérer sur les chantiers ou en préfabrication foraine ou en préfabrication nos robots? Eh bien, ce sont des gens aujourd'hui qui sont dans les métiers de la construction. Et donc, notre métier, c'est aussi de les accompagner, d'une part, pour toute la partie conception, dans les nouvelles applications que l'impression 3D va permettre de délivrer comme produits et services pour leurs propres clients. On a fait par exemple un atelier Design Thinking avec Point PTP, où on a développé un nouveau concept de collecteur d'eau imprimé en 3D, livré en 72 heures, sur mesure, sur chantier. Bon, par exemple. Voilà, donc on réfléchit ensemble à ces applications, on les accompagne. Donc accompagner nos clients sur la conception et les nouvelles applications. Puis c'est aussi les accompagner dans la réalisation. Et là, on a par exemple un projet avec Pluriel Novilia, alors c'est pas avec Vinci, c'est avec de Mathieu Barre, on peut travailler avec tout le monde. C'est ça qui est bien d'être chez Vinci, c'est qu'on est assez libre aussi de se développer dans d'autres entreprises, sur la construction de 5 maisons. Et là, on va accompagner les opérateurs, des gens qui vont opérer les robots sur le chantier. C'est fini ? Voilà. Mais attends, Alain, peut-être qu'il y a une question pour toi dans le public au sujet de l'impression 3D. Est-ce qu'on a une question peut-être pour Alain? De toute façon, vous pourrez aussi lui poser les questions pendant le cocktail. On passe à l'intervenant suivant. Il y a un métier qui est en train d'évoluer dans le secteur du smart building, c'est le métier d'électricien. Et c'est Stéphane Couturier qui va nous en parler. On vous installe rapidement un micro, c'est pour la captation vidéo qui sera faite après. L'occasion peut-être, pendant que on lui installe, de faire un petit sondage. Qui est secteur public ici? Il y en a toujours un. On a une personne du secteur public. Qui est start-up? Plus haut? Oui, 3 start-up. PME? Un peu plus. Grand groupe? Ah oui, majoritaire cette fois-ci. École ou université? On en a? Ah oui, quelques-uns aussi. Lesquels, si ce n'est pas indiscret? Paris-Est. Ok, très bien. On est heureux de vous avoir. C'est à vous, Stéphane. Oui, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc juste pour poser la présentation, donc je travaille pour un électricien, ça fait un peu bizarre de dire ça, dont le siège est pas à Paris, le siège est à Marseille, donc on est plutôt fiers. Sauf qu'on ne s'appelle plus électricien, maintenant on s'appelle plutôt intégrateur. Et comment on est passé du rôle d'électricien à un rôle d'intégrateur? Je vais essayer de vous donner un petit exemple par le biais du bâtiment intelligent, mais il y a d'autres exemples. Donc juste pour faire le slide greenwashing et dire qu'on est bien écolo, sur les chiffres de consommation énergétique, je pense que vous les connaissez, mais les bâtiments sont très consommateurs effectivement en énergie, dont notamment la climatisation.
Donc le rôle du bâtiment intelligent est évidemment de baisser cette consommation énergétique et dégagement de CO2 pour des raisons aussi de qualité de vie, qualité d'air et aussi de coût, puisque le coût de l'électricité va être de plus en plus cher. Donc il y a effectivement un impact fort. Sauf que ça, c'est le contexte, mais c'est un impact fort pour les électriciens, parce que voilà, jusqu'à présent, un électricien, ça prenait le fil rouge, ça prenait le fil noir, ça raccordait sur les interrupteurs, sur l'éclairage, et avec le fil vert et jaune pour la mise à la terre, mais c'est à peu près le métier d'électricien. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce concept-là. On est sur l'acquisition de données dans un bâtiment. Donc ça va passer par de la télérelève de compteurs, des alarmes qu'on va mettre un peu partout, la supervision du bâtiment qui vont permettre la maîtrise des coûts. Donc là, on voit déjà qu'on s'éloigne quand même de plus en plus du métier d'électricien. Sauf qu'un groupe comme le groupe dans lequel je travaille, on est à peu près 15 000 dans le monde, dont une grosse partie sont des électriciens avec des formations d'électriciens. Quand on leur présente ce type de transparent, ça leur fait un petit peu peur. Sauf qu'aujourd'hui, nos clients nous demandent d'évoluer vers faire ce type de marché. Et après, quand on rentre encore plus dans le détail, on dit aux électriciens que le bâtiment intelligent, c'est cette espèce de truc avec un synoptique d'architecture. Et les électriciens nous disent, mais où est-ce que je fais passer mes fils, mes câbles, mon chemin de câble, il est où, etc. On leur dit, c'est pas très grave, c'est un bus de communication, vous inquiétez pas, voilà. Donc en termes de formation, en termes de grille salariale, en termes de compétences, on est en train de basculer très très rapidement de gens qui avaient des formations de BTS d'électriciens, c'est pas du tout péjoratif, mais à avoir des ingénieurs qui font de l'architecture système. Donc on n'est plus du tout sur le même pied. Donc ça veut dire un impact aussi pour le prix de vente et le coût de revient des installations. Donc c'est un impact qui est très très fort. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur Monsieur de Manpower, c'est que la plus grosse difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est le recrutement des compétences. Et ça devient même catastrophique, vu les projets et les enjeux qu'il y a notamment sur la ville de Paris, le Grand Paris, les Jeux Olympiques, etc. etc. Là, celui qui va être capable de capter le plus de ressources et le plus de compétences possible aura la croissance la plus rapide. Mais évidemment, aujourd'hui, sur la partie électricité, c'est ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que la plupart des équipements aujourd'hui sont connectés sur des protocoles de com. Et je vais juste vous illustrer ça sur un transparent qui est assez simple. Pratiquement tous les équipements dans un bâtiment ont basculé sur le protocole IP. Il y a quelques années, c'était la téléphonie qui a basculé en IP. Tout ce qui est vidéo, image a basculé en IP. Aujourd'hui, grâce à l'alimentation PoE, donc Power over Ethernet, on arrive à alimenter pratiquement tout dans un bâtiment. Aujourd'hui, dans un bâtiment de ce type, ce qu'on appelle un bâtiment tertiaire, l'éclairage va être fait avec des LED alimentés par un switch IP. Voilà. Il n'y aura plus le fil rouge, il n'y aura plus le fil noir. C'est-à-dire que le switch IP qu'on va mettre sous le faux plafond va alimenter l'éclairage public. Vous vous rendez compte le changement pour les électriciens ? C'est un changement qui est radical parce qu'on leur dit vous allez devoir mettre une adresse IP pour faire l'éclairage public. Et donc la plupart ne savent pas le faire. Donc on a besoin d'avoir des compétences nouvelles où ils vont pouvoir. Le réseau sera un seul et même réseau dans un bâtiment qui sera le réseau IP et qui va permettre de gérer l'ensemble du bâtiment. Chauffage, clim, la remontée des données, l'éclairage. Et grâce à ça, effectivement, on aura d'autres applications. C'est-à-dire que comme l'éclairage aura une adresse IP, grâce à son smartphone, on va pouvoir changer l'éclairage, le passer en rouge, etc. etc. Au-delà de ça, on va commencer à faire de l'acquisition de données. Donc on dit à nos électriciens, vous allez faire de la maintenance prédictive. Donc pareil, c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et qu'ils vont devoir faire à terme. Ou devoir faire l'hypervision du bâtiment. C'est-à-dire qu'à partir d'un seul et même écran, je vais pouvoir piloter complètement mon bâtiment, baisser l'intensité lumineuse, allumer à 4 heures du matin pour que les gens aient le chauffage quand ils arrivent, etc. etc.
Donc c'est une rupture qui est une grosse rupture pour notre métier. Je vais juste finir là-dessus parce que là je l'ai illustré sur la partie bâtiment. Sur la partie Smart City, dont on parle beaucoup, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire tous nos métiers sont en train de changer à une vitesse qui va très très vite. Moi, je viens du milieu des télécoms et les télécoms sont allés très très vite, mais je trouve que sur la partie bâtiment et la partie Smart City, ça va excessivement vite. Je ne sais pas si vous connaissez, Philippe tout à l'heure parlait d'une start-up dans la construction bois. Moi, je vous parlais d'une autre start-up, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Sidewalk Labs, qui a investi dans la Smart City à Toronto, au Canada. Et Sidewalk Labs va faire de l'électricité, va faire de l'éclairage public, va faire de la gestion de la flotte, va faire du feu tricolore, va faire du bâtiment, va faire de la construction et du génie civil. Sauf que quand on regarde qui est l'actionnaire majoritaire, c'est Google. Donc Google ou les autres GAFA sont en train d'investir dans la Smart City et de faire du génie civil, de faire de l'éclairage public, de faire de la distribution de flotte. Donc ils sont en train d'arriver sur nos métiers ou des métiers qu'ils ne connaissaient pas par le biais de la maîtrise des télécoms et des réseaux IP. Donc ça va continuer à s'accélérer et la partie ressources humaines est clé pour nous. Et on a besoin de continuer à avoir des compétences, de former les gens et de les faire évoluer. Merci à tous. Merci. Maintenant, c'est Thomas Nallet qui, lui, est géomètre 2.0. C'est curieux, mais on va en savoir plus tout de suite. On t'installe aussi le matériel. Alors là encore, géomètre 2.0, parce que tu ne savais pas comment on pouvait qualifier un peu ce nouveau métier, je crois. Bonjour, moi je m'appelle Thomas Nallet, je suis directeur d'exploitation chez Six Sense Mapping. C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'acquisition, le traitement des données lidar et photogrammétriques. Ça ne vous parle pas beaucoup, c'est normal. À la base, j'étais responsable topo sur les chantiers de construction. Et pour ça, j'étais ingénieur topographe, ingénieur géomètre, et j'ai même fait un BTS géomètre. Et vous allez me dire, géomètre, c'est pas nouveau. C'est vrai, c'est pas nouveau. Ça doit être à peu près le deuxième plus vieux métier du monde. Et du coup, on se dit que ce métier, il a évolué, il a survécu. C'est-à-dire qu'un de ces vieux métiers, on sait de source sûre qu'il y avait des géomètres à l'Empire romain pour mesurer l'Empire. Napoléon, avec son cadastre, avait des géomètres. Aujourd'hui, notre métier, il a évolué, il s'est adapté. Il s'est adapté au marché, parce que les plannings sont plus serrés, les méthodes évoluent, il faut s'adapter. Il s'est adapté aux outils. Aujourd'hui, on a l'informatique. Ce n'était pas le cas il y a encore pas longtemps, où on dessinait des plans. Il s'est adapté à tout ce monde. Et du coup, aujourd'hui, dans tous nos chantiers, on a passé de ces anciens outils aux nouveaux outils. Et pour prendre l'exemple de cet outil qu'on a créé, on n'est pas les seuls, avec un lidar pour les chantiers de construction linéaire. C'est-à-dire que le chantier SEA, 300 km de TGV, nous on le levait, un relevé géométrique, en 2 jours. Et oui, on a gagné beaucoup de temps, on s'est adapté complètement et on a changé le produit final. C'est-à-dire qu'un levé d'un maillage classique, on est passé à un modèle 3D. On est passé à une colorisation. On est passé à tous ces outils qui permettent d'aller plus vite, d'avoir plus de données et du coup d'optimiser. Parce que le géomètre, il va passer à toutes les phases d'un projet. En amont, c'est lui qui va définir la géométrie pour optimiser un projet d'un tracé de route, d'un tracé de TGV par exemple. Il va être là pendant le projet pour suivre l'évolution et s'assurer que la géométrie du projet est conservée et validée. Et en fin de projet, il va passer pour contrôler que la géométrie est là. Et pour optimiser tout ça, on est passé sur ces nouveaux outils. Donc on a créé ce système héliporté
pour mesurer des grandes longueurs rapidement. En même temps, l'informatique évoluait et les calculateurs et les logiciels de photogrammétrie, donc traitement de l'image, ont évolué et sont devenus accessibles à monsieur tout le monde. Et c'est en même temps que le drone civil est arrivé. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des appareils, on les a scotchés à un drone et on a commencé à faire de la photogrammétrie sur les projets. Ça nous a permis d'accéder à des endroits dits inaccessibles, des fouilles d'ouvrage, c'est dangereux, des stocks d'enrochement à mesurer pour le volume. Et on a résolu une nouvelle contrainte qui était la sécurité sur les projets. C'est-à-dire qu'on n'avait plus d'hommes à pied dans des endroits dangereux, mais on avait un drone. Et là encore, on voit notre métier qui évolue. Et bien sûr, les traitements. Et nous, on était dans un service topographique au sein de Vinci Construction. Et on nous a dit, mais faut arrêter de rester caché. Hein. Il y en a d'autres qui peuvent avoir ça. Il y en a d'autres chez qui ça peut être utile. Et on a créé Six Sense Mapping pour aller plus loin dans ces outils, aller plus loin dans les traitements, aller plus loin dans la facilité d'accès à ces données. Parce que avoir des données, c'est bien, les utiliser, c'est mieux. Et s'attaquer à de nouveaux marchés, parce que là, on était très axé construction. Mais aujourd'hui, tout le monde a besoin de ces modèles. Par exemple, si je vais illustrer maintenant un peu ce que je viens de vous dire, si on prend le drone et la photogrammétrie, aujourd'hui, ça nous permet de faire des relevés totalement différents, avec un point de vue différent de ce qu'on faisait avant. Plus de sol, mais une approche, un angle différent. Ce qui fait qu'on ne fait plus de la cartographie simple, on passe même à de l'inspection. Parce qu'aujourd'hui, avec le pixel de ce nouveau point de vue, on est en résolution submillimétrique. Et la cartographie simple est devenue de l'inspection. Et ces modèles 3D, on se rend compte que derrière, ça va être utilisé pour la gestion du patrimoine, la gestion des ouvrages. Un autre exemple de lidar héliporté, où là, on se rend compte qu'on a un nuage de points, mais c'est pas qu'un nuage de points, c'est pas simplement un plan. Ça, on pourrait en faire un plan, mais aujourd'hui, on a un jumeau numérique. C'est-à-dire qu'on peut faire de manière numérique et théorique tout ce qu'on aurait imaginé faire dans le réel. On a aussi l'image qui vient apporter un support supplémentaire. Par exemple, des non-professionnels peuvent parler de ce chantier. Parce qu'avant, on avait les plans, il fallait les dérouler sur une table. Aujourd'hui, on a une tablette, un smartphone, et voilà ce qu'on peut voir. On voit notre chantier évoluer. Enfin, on a tout ce qui est traitement spécifique dans les nuages de points. Par exemple, la classification. Chaque point a un code. On va pouvoir faire des requêtes dans ces nuages. Ça va nous permettre d'analyser ce qui se passe. Par exemple, les fils électriques au niveau de la végétation, des modèles prédictifs d'évolution de la végétation. Et tout ça pour les gestionnaires d'infrastructures, les concessionnaires, même pour les villes. Notre métier, on voit bien qu'il a évolué. Et ça les aide. Ça les aide à gérer leur patrimoine. Donc, pour conclure rapidement, on se rend compte que le métier de géomètre, c'est plus juste celui qui prend des mesures. Ça peut être un télépilote de drone, un spécialiste de traitement de l'image, un spécialiste de SIG, un spécialiste de développement informatique. Et aujourd'hui, on a ça dans nos équipes. Le géomètre 2.0, c'est ça. C'est celui qui sera le lien et le premier pas de la transition numérique qui aujourd'hui est présente partout avec les BIM, les jumeaux numériques. Voilà, si je peux conclure comme ça. Merci. On a une question peut-être pour toi? Non, moi j'en avais une. C'était est-ce que c'est un secteur qui recrute beaucoup du coup? Quel profil principalement parmi ceux que tu as cités? Et bien justement, c'est ça qui est un petit peu complexe parce que la base du métier est géomètre, mais on se rend compte qu'on a besoin de télépilotes, de développeurs informatiques, de sigistes, et tous ces métiers de traitement de l'image, de photogrammètre. Et le simple métier de géomètre, si on écrit on recrute un géomètre, on ne va pas avoir qui on veut. Soit on le forme nous, soit on prend des corps de métiers différents qu'on amène à la topographie. Si on peut résumer comme ça, voilà ce qu'on cherche aujourd'hui. Parce que le métier de la formation de géomètre aujourd'hui n'inclut pas toutes ces palettes? Si, elle s'y met bien évidemment. La photogrammétrie, c'est quelque chose de très ancien. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est devenu accessible à tout le monde. Avec son ordinateur, avant, c'était des grosses machines ou des gros calculateurs que personne n'avait chez soi. Aujourd'hui, nous, entreprises, on a ces outils. Et les écoles sont en train de passer le pas. Hein. Elles l'ont fait.
Mais c'est très dur d'avoir des gens qui ont toutes ces cordes à leur arc, comme par exemple télépilote de drone. Aujourd'hui, notre géomètre, il n'est pas télépilote, il n'apprendra pas ça à l'école. Et nous, c'est un outil très important pour les prises de vue, par exemple. Super, merci beaucoup. Daphné Durécé, chef de service projet BIM, donc, qui nous présente le métier de BIM manager. « 7 minutes et la zapette ici. Bonjour. Donc, je m'appelle Daphné, je travaille chez Vinci Construction France. Je suis responsable de la partie projet du service eBIM. Donc, je travaille chez VCF depuis 7 ans et demi. Je suis diplômée d'une école d'ingénieur génie civil sans formation spécifique au BIM, et je suis venue en fait sur la partie BIM au cours en fait de mon travail chez VCF. Donc on va commencer déjà par une simple définition du BIM. Donc le BIM, en fait, c'est l'acronyme pour Building Information Modeling, qui en français peut se traduire par maquette numérique de projet. Donc la maquette numérique, c'est pas forcément quelque chose de très innovant dans le secteur de l'industrie, notamment dans l'industrie aéronautique ou automobile, où ça existe depuis déjà une trentaine d'années. Par contre, dans le secteur de la construction, où ça reste un secteur qui est le parent pauvre en fait en termes d'innovation, c'est quelque chose qui est vraiment très récent, donc avec un faible niveau de maturité au niveau des différents intervenants. Donc pour la partie BIM, donc en fait, pour simplifier, c'est le mariage d'AutoCAD, qui est un logiciel de conception assisté par ordinateur, donc de CAO, qu'on pourrait coupler en fait avec Excel pour toute la partie base de données. Vous ajoutez à ça un peu de Smart Device et donc vous obtenez du BIM. Donc les projets qu'on développe actuellement chez Vinci Construction France en BIM sont essentiellement des très grands projets, donc des projets à plus de 50 millions d'euros, dans laquelle la maîtrise d'ouvrage demande notamment du BIM pour toute la partie exploitation-maintenance du bâtiment, parce qu'il faut savoir qu'en fait, un projet dans le bâtiment, c'est environ 5 ans de la phase programme, donc c'est-à-dire un client souhaite la construction d'une crèche, souhaite la construction d'un hôtel, jusqu'à la partie réalisation, donc c'est-à-dire le constructeur vient donner les clés à ce client de son bâtiment, mais la partie exploitation maintenance, c'est 30 ans, 50 ans, voire 100 ans ou plus pour les plus grands bâtiments. Donc on travaille notamment sur les tours du haut de l'architecte Jean Nouvel dans le 13e arrondissement, sur les tours Trinity, Saint-Gobain, Éclat, tours des Jardins de l'Arche, qui sont des tours actuellement en construction sur la Défense. Et le but de notre service aussi, c'est notamment de déployer le BIM pour les plus petits projets. Donc notre service intervient sur différents métiers, donc tous des métiers du BIM. Nous sommes assistance technique pour toutes les filiales de Vinci Construction France, donc c'est à peu près 370 centres de profit. Nous intervenons très peu à l'externe, donc sur des métiers qui sont tous en corrélation avec le BIM, donc c'est-à-dire de la synthèse, de la modélisation et notamment du BIM management. Donc avec l'apparition du BIM, on a vu apparaître de nouveaux métiers ou des métiers ou la mutation de métiers existants. Donc typiquement, ce qu'on appelle désormais le BIM modeler, c'est juste un métier existant qui était projeteur. Donc au lieu d'utiliser un logiciel de CAO 2D, le projeteur va travailler directement en 3D et venir intégrer les informations qui sont nécessaires à la conception ou à la construction du bâtiment. Le métier de BIM manager, c'est d'être le chef d'orchestre en fait pour toute la partie BIM. Donc c'est être référent sur tous les sujets BIM. 80% du métier de BIM manager, c'est accompagner les gens, c'est faire preuve essentiellement de pédagogie, puisqu'on passe pour la plupart à des personnes qui ont quasiment aucune compétence sur le sujet, donc qui savent très bien
sont très bons techniquement. Donc, par exemple, un électricien qui saura où positionner ses chemins de câbles, positionner ses terminaux, etc. C'est juste que maintenant, on va lui demander, au lieu de faire des plans à partir d'un logiciel 2D, d'utiliser un outil BIM, donc c'est-à-dire de concevoir directement en 3D. C'est également être curieux, faire de la veille technologique pour les différents projets, aimer la partie technologie, nouvelle technologie, parce que c'est un métier qui est très novateur, sur lequel aucune techno n'est figée à l'heure actuelle. Et les éditeurs de logiciels, notamment, nous challengent beaucoup en produisant des nouvelles solutions connectées via des clouds, via de la réalité augmentée, via des casques HoloLens, etc. Et donc le rôle du BIM Manager, c'est aussi de conseiller les directeurs de projet pour qu'on soit toujours au plus près des technologies et exploiter au mieux ces nouvelles technologies dans notre quotidien, donc c'est-à-dire construire un bâtiment. Nous avons aussi développé chez Vinci Construction France ce qu'on appelle la Bluebeam Toolbox, donc, qui est une boîte à outils à disposition de nos sous-traitants, co-traitants, mais aussi des maîtrises d'œuvre avec lesquels nous travaillons dans le cadre de projets en conception-réalisation ou en PPP. Donc, dans cette boîte à outils, on va trouver des gabarits, un gabarit CVC, un gabarit plomberie, un gabarit corps d'état architecturaux, ce que vous voyez à l'écran, dans lesquels vous allez avoir par exemple l'ensemble des cloisons à disposition qui seront déjà pré-modélisées avec des informations comme l'affaiblissement acoustique, comme le classement au feu. Et donc, on va utiliser justement ces objets préconfigurés pour pouvoir construire l'avatar numérique du bâtiment qui ensuite va nous servir notamment à extraire les plans. Le but de cette Bluebeam Toolbox, c'est aussi d'adresser les petits projets, parce que je vous ai dit qu'on travaillait essentiellement sur des grands projets. Mais le business as usual de Vinci Construction France, c'est des projets de moins de 6 millions d'euros. VCF, c'est plus de 6000 chantiers annuellement. Et donc le but, justement, c'est aussi que nous, en tant que BIM Manager, on apporte cette conduite du changement au sein de nos entreprises, chez Vinci Construction France, et aussi de nos sous-traitants. Merci. Merci. Oui, ça marche bien. Peut-être une question? Non? Moi, j'ai toujours des questions en stock. Là, on l'a vu avec le métier électricien, les processus d'adoption sont longs, lents. Est-ce que c'est pareil pour tous les autres métiers auxquels vous avez affaire dans le secteur du BIM? Pour les processus. En fait, les autres métiers... Oui. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que vous avez très peu d'écoles à l'heure actuelle qui forment au BIM. Donc, il y a des écoles comme le STP, le IVP, etc., qui commencent à proposer des options, voire carrément des masters spécialisés. Sauf que, pour l'instant, on est plutôt sur des profils donc, type architecte ou ingénieur qui sont curieux, qui aiment les nouvelles technologies et qu'on va former justement via des retours d'expérience sur nos différents projets. Donc nous aussi, on intervient beaucoup dans les écoles. On essaye aussi de mettre le pied à l'étrier au niveau des BTS et des IUT, justement pour toute la partie projeteur, modeleur. Pour que justement la formation vienne de la part des écoles et moins des entreprises, puisqu'on aimerait bien aussi avoir des gens qui sont déjà préformés pour pouvoir partir tout de suite. Et les différents corps de métier qui interviennent sur les chantiers, ils ont du mal à s'y faire? Alors, en fait, tout le monde est concerné par le BIM, donc on a été quand même très agréablement surpris, par exemple sur les tours Trinity et Saint-Gobain, où vous avez des lots comme le plaquiste, où lui, essentiellement, il vient poser de la cloison placo sur les chantiers, et il vient aussi s'intégrer dans la maquette numérique au travers en fait, de son bureau d'études, où il a généralement 1 ou 2 personnes qui sont formées plutôt à AutoCAD, le logiciel 2D, et qui profitent justement de ces grands projets et du BIM Manager que met à disposition Vinci Construction France pour s'équiper, parce qu'il sait que s'il ne prend pas le virage technologique à l'heure actuelle, dans 5 ans ou dans 10 ans, en fait, il sera mort puisque ses concurrents l'auront pris. Donc on a même des sociétés de moquettes
qui font leur plan de repérage directement à partir de la maquette numérique parce qu'ils savent qu'ils travaillent sur des grands chantiers avec Bouygues, avec Vinci, avec Eiffage et que pour nous ça devient la norme et qu'il faut s'y mettre dès maintenant. Les bureaux d'études s'y mettent aussi. Aussi. Merci beaucoup. On passe maintenant à Amajan Abaglo qui justement lui va nous parler d'un métier qui est en évolution, celui de Energy Manager. Et il restera ensuite 2 interventions après Amajan. Allô. 7 minutes. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Amajan Abaglo, je vais vous présenter le métier d'Energy Manager. Je suis responsable suivi et optimisation énergétique dans la start-up OpenEnergy qui travaille sur la garantie de performance énergétique. Donc, avant de commencer, on va poser un peu le contexte. Pourquoi cet enjeu de suivi de performance énergétique? J'étais précédemment ingénieur énergie-environnement dans un bureau d'études en conception. Et en fait, il y a beaucoup d'outils, et notamment les certifications et les labels, qui permettent en fait d'encadrer la conception des bâtiments, des nouveaux bâtiments, notamment avec une maquette numérique et avec beaucoup d'études. Or, on se rend compte que plein de bâtiments qui étaient conçus pour être par exemple bâtiments en basse consommation, avec des labels BBC très performants, à l'usage se révèlent consommer 3, 4 ou 5 fois plus que ce qui était prévu initialement sur le papier. Et les benchmarks aussi qui ont été faits sur des bâtiments existants montrent que en coût global, l'exploitation et la maintenance représentent en fait quasiment 75% du coût du bâtiment. Donc c'est un sujet qui est très important et qui est aujourd'hui suivi, mais pas avec autant de vigueur que la conception, où il y a beaucoup d'outils technologiques et d'encadrement réglementaire. Donc, du coup, l'approche innovante que nous déployons en fait, chez OpenEnergy, c'est d'utiliser les outils de la conception, mais pour l'exploitation. Donc, concrètement, ce que nous faisons, c'est que d'un côté, nous réalisons une modélisation énergétique du bâtiment. Donc, nous nous basons soit sur des maquettes numériques existantes, ou soit sur les plans des architectes pour recréer en fait une modélisation 3D d'un bâtiment. Donc pour ce bâtiment, par exemple, nous allons repartir des plans, modéliser tout le volume intérieur, mettre les performances de l'enveloppe, intégrer toutes les données d'occupation, d'utilisation, les profils horaires dans le bâtiment pour recréer une sorte d'avatar numérique du bâtiment et ainsi pouvoir faire un calcul sur une année pour établir des consommations énergétiques du bâtiment. En parallèle de ça, nous allons pouvoir récupérer des données d'utilisation en temps réel dans le bâtiment, notamment, comme on l'a parlé tout à l'heure, de toute la partie Smart Building, où en fait on peut placer des compteurs et des capteurs dans le bâtiment pour avoir, par exemple, à chaque instant, la température qu'il fait dans les différents espaces, à voir quand est-ce que l'éclairage est en fonctionnement ou pas. Et à partir de ces éléments, en fait, nous ajustons notre modèle énergétique. Du coup, ce que nous faisons, c'est que d'un côté, nous avons un modèle énergétique qui est un modèle virtuel avec des données d'hypothèse. Et d'un autre côté, nous avons des données d'utilisation réelle du bâtiment avec, on sait quand est-ce que l'éclairage se met en marche, quand il s'arrête. Et du coup, à partir de ces données, nous faisons une calibration du modèle énergétique de manière à avoir un modèle virtuel qui soit exactement comme le bâtiment réel. Donc, une fois que nous avons ce modèle virtuel, nous pouvons du coup réaliser ce que nous appelons une analyse des écarts. Et donc, comme on le voit là, les images sont mal passées en PDF. Du coup, l'idée, c'est d'avoir en fait une analyse des écarts qui nous permet de savoir si notre différence de consommation vient du chauffage, de l'éclairage, de la ventilation ou d'un autre poste. Donc là, ce qu'on schématise de cette façon, c'est d'un côté l'objectif de consommation qu'on s'était fixé initialement en disant j'ai fait un bâtiment qui est super performant, il devrait consommer tel niveau de consommation.
Et à partir des données qu'on mesure, en vrai, on se rend compte que en fait, je consomme 2 fois plus ou 3 fois plus. Donc à partir de cette étude que nous faisons, cela nous permet en fait d'identifier exactement où se trouvent les postes d'écart de consommation et donc de pouvoir identifier les priorités pour permettre d'optimiser la performance énergétique du bâtiment. Et donc du coup, ce retour, nous le faisons pour les exploitants dans les bâtiments pour en fait leur permettre de suivre la performance du bâtiment et de pouvoir savoir justement quels paramètres ils doivent avoir dans le viseur pour permettre d'assurer une performance énergétique du bâtiment conforme à ce qui a été prévu en conception. Pardon. Et en termes de formation et de compétences, la compétence principale serait le génie climatique, parce que c'est important de savoir comment fonctionne le bâtiment en termes de comportement thermique. Mais par la suite, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui finissent par graviter tout autour parce qu'on fait de l'analyse de données. Donc on travaille par exemple sur le langage de programmation en Python qui nous permet de faire un peu de data science. On travaille aussi sur la maquette numérique pour pouvoir faire une modélisation 3D du bâtiment. Donc il y a des notions de maquette numérique aussi qui sont importantes à avoir. On travaille aussi du coup beaucoup avec les exploitants qui sont sur site sur le bâtiment. On travaille aussi avec les utilisateurs du bâtiment parce qu'au final, quand on a un bâtiment qui consomme trop, ça peut venir des personnes qui sont à l'intérieur qui veulent qu'on chauffe plus parce qu'ils ont froid ou qui oublient d'éteindre la lumière. Et donc du coup, si on veut mettre en place des actions de performance énergétique, il faut aussi pouvoir parler avec les personnes qui sont dans le bâtiment, parler avec les personnes qui exploitent les bâtiments ou soit parler carrément avec le constructeur du bâtiment pour savoir si il a posé les vitrages qui ont la bonne performance telle qu'on l'avait prévu au départ. Donc du coup, il y a cette notion d'ingénierie collaborative où il faut arriver à parler un peu à tout le monde pour aller dans le bon sens. Et moi, personnellement, j'ai suivi actuellement un MBA spécialisé en Smart Energy et Smart City qui permet en fait d'avoir une vision globale de tous les acteurs du secteur de l'énergie, d'avoir des notions à la fois sur la partie domotique, à la fois sur la partie numérique, à la fois sur la partie réseau, pour pouvoir savoir en fait comment est-ce que tout cela se structure dans un bâtiment, de manière à pouvoir justement parler à chacun avec le bon langage. Et du coup, ça soulève les 3 dernières lignes que j'ai mises, c'est qu'aujourd'hui dans le bâtiment, il y a beaucoup d'évolutions liées aux nouvelles technologies qui commencent à s'y intégrer, notamment les objets connectés qui servent par exemple à faire de la remontée de données. Avec le BIM, on a aussi la réalité virtuelle qui permet aujourd'hui de faire des immersions dans des maquettes numériques, où on a de l'intelligence artificielle qui peut être utilisée pour détecter automatiquement des fonctionnements de bâtiments à partir de données qu'on collecte. Et donc du coup, tous ces nouveaux sujets ne sont pas forcément aujourd'hui intégrés dans des formations de base. Et donc du coup, il est important de rester curieux ou de s'auto-former. Moi, je ne connaissais rien à Python il y a 9 mois quand j'ai commencé dans la start-up. Et du coup, au travers de MOOC, je me suis formé justement sur ces métiers. Et donc, il est important de rester curieux, voilà, pour aborder ces nouveaux métiers. Merci. Pile poil dans les temps, bravo Amajan. Peut-être une question pour Amajan? Toujours pas de question, vous êtes vraiment très sage, très attentif. Donc c'est un métier qui est en transformation et qui devient beaucoup plus polyvalent qu'il ne l'était auparavant. C'est vraiment le message. Exactement. Sachant qu'initialement, le métier d'énergie manager s'adressait principalement aux exploitants déjà, parce qu'ils étaient déjà sur site et ils étaient chargés d'optimiser la consommation du bâtiment. Mais aujourd'hui, vu que le bâtiment en lui-même se complexifie, avec des données en temps réel, une maquette numérique, il y a de plus en plus de sociétés comme nous qui ont ce panel de compétences-là, qui les aident justement à dénicher en fait les postes où il faut regarder pour optimiser la performance du bâtiment. Ok. Donc, voilà, c'est assez polyvalent. Merci beaucoup Amajan. Merci. Je vais reprendre la zapette. Hop. Avant-dernière présentation, c'est Gwenaëlle Scottet. Plus de cheveux ici que sur le... Hein. Oui, ça a poussé. Est-ce que je peux avoir une petite poche? Oui, bien sûr, oui.
Ok, merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, je vais vous parler de mon nouveau métier de chargé de mission en travaux de restauration écologique. On change un petit peu de domaine et même très nettement par rapport aux présentations précédentes. Je pense qu'il est assez important de contextualiser de manière historique le rôle de chargé de mission en environnement dans le cadre d'une entreprise de construction. Donc l'entité à laquelle j'appartiens s'appelle Ecovivo. C'est une nouvelle marque créée chez Vinci Construction il y a quelques mois et qui est entièrement dédiée aux travaux de restauration écologique. Pour rappeler le contexte historique, en fait, le métier de chargé de mission en environnement, moi j'exerce depuis 20 ans chez Vinci Construction dans le cadre de grands projets d'infrastructure, qu'elles soient ferroviaires ou autoroutières. Et il y a une vingtaine d'années, les enjeux pour nos métiers se concentraient sur la propreté du chantier, le comportement vis-à-vis de l'environnement des compagnons, la gestion de la ressource en eau, la maîtrise des rejets, le bruit, les relations avec les riverains. Et puis au fur et à mesure des années 2000 et à l'aube des années 2010, on a vu monter en puissance les sujets de la ressource, certes, mais également des zones humides et de la biodiversité, qui a pris une importance absolument considérable au travers d'une séquence qui s'appelle éviter, réduire, compenser les impacts sur la biodiversité, et qui nous a conduit à très nettement évoluer dans la manière de concevoir les projets d'infrastructures linéaires et la manière de les réaliser. On voit par exemple ici à gauche de l'écran un exemple de prise en compte d'un corridor écologique par franchissement avec un viaduc sans impacter le cours d'eau qu'on voit au centre sur la ligne ferroviaire SEA. Et dans le cadre de ces travaux, les impacts écologiques portent en gros sur deux grands domaines qui sont l'espace que va prendre le projet sur les milieux naturels et l'incidence en matière de continuité qu'il va avoir sur la circulation des espèces. Ça implique d'éviter au maximum ces incidences en préservant, mais aussi dans un certain cas, de limiter l'impact dans le temps de cette emprise liée aux travaux en restaurant a posteriori, avant de quitter le chantier et de mettre l'infrastructure en service, les sites qui sont franchis par l'infrastructure, par des ouvrages qui sont dédiés. On en voit un exemple ici. Et le changement dans ce métier, qui est tout récent, qui a quelques mois, c'est de développer les travaux de restauration écologique, mais cette fois détachés de l'infrastructure. Donc c'est un changement qui est assez important, puisque on travaille de manière indépendante de la construction au sens classique des autoroutes et des infrastructures ferroviaires. Il n'y a plus d'infrastructures. Alors, pour bien percevoir cette mutation qui est relativement profonde, on peut parler d'un concept, alors c'est un peu un néologisme, de client du client. Le client du client, c'est quoi? C'est que, bien sûr, on change de type de maître d'ouvrage lorsqu'on réalise des aménagements écologiques, qui sont des restaurations de cours d'eau, de zones humides, ou des nouveaux ouvrages de franchissement en restauration, en réhabilitation. Mais le client du client, c'est, dans le cas de l'infrastructure ferroviaire ou autoroutière, l'usager, celui qui va emprunter l'infrastructure, et nous, en environnement, on accompagne la réalisation. Dans le deuxième cas, la photo de droite, le client du client, c'est l'espèce animale, c'est la fonctionnalité qui est recherchée, c'est le poisson, en quelque sorte. Donc on change complètement d'objectif. Ce qui était une composante initialement de la qualité du projet devient la finalité du projet. Alors, le positionnement et le périmètre d'action, finalement, je vais revenir un tout petit peu, mais je ferai beaucoup plus vite sur les diapos suivantes, c'est que on accompagnait les infrastructures nouvelles, je n'ai pas prononcé ce mot d'infrastructure nouvelle, et dans la restauration, on s'occupe d'aménagements humains anciens, qui ne répondaient pas à des critères de fonctionnalité écologique
qui sont aujourd'hui requis par la réglementation, et qu'on va aller chercher en retravaillant ce qui avait été fait par le passé. Chez Ecovivo, on se positionne en suivant cette séquence de l'IRCA, qui est une séquence bien partagée chez les professionnels en écologie, à la droite du schéma, donc vraiment dans les travaux. Mais ce schéma qui est très séquentiel, il ne traduit pas réellement la grande perméabilité qui est nécessaire entre les trois entités, et notamment les deux qui se situent à droite, c'est-à-dire le porteur de projet, le maître d'ouvrage, qui va être une structure publique ou privée qui a un projet de restauration de continuité écologique ou de réhabilitation d'une zone humide, par exemple. Donc on travaille, nous, en milieu sensible. Il faut bien qu'on intègre la finalité de l'aménagement en matière de fonctionnalité, mais aussi toutes les sensibilités existantes du milieu qui, elles, sont intactes et qu'il faut préserver. Donc voilà globalement un petit panorama des interventions sur lesquelles on exerce nos compétences. Je vais parler simplement des deux qui se situent à droite. Donc intervention sur la continuité écologique, qui peut se traduire par la réalisation de nouveaux ouvrages sur les infrastructures routières ou ferroviaires existantes, mais qui avaient un effet de coupure important jusqu'à présent et qui peuvent décider de rétablir des continuités. Pour le schéma qui se situe en bas à droite et qui représente pas mal de nos activités, il s'agit de restauration de cours d'eau. Il y a un certain nombre d'écoulements qui ont été réalisés, aménagés, qui répondent à des fonctions hydrauliques, qui sont parfaitement rectilignes, qui ont un écoulement tout à fait homogène et bien canalisé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui se font dans des milieux ruraux, principalement. En tout cas, c'est les projets sur lesquels je travaille, où on reconfigure le cours d'eau, on travaille sur le modelage, sur sa sinuosité, sur l'hétérogénéité des écoulements et sa réhabilitation en matière de potentialité de continuité pour un certain nombre d'espèces et d'habitat pour les poissons ou d'autres espèces qui habitent ces cours d'eau. Donc recréer de la diversité et de la continuité. Et ça reste en connexion avec la construction, puisque finalement, le terrassement en représente une partie importante, même s'il n'est plus appliqué à la création de remblais ou de déblais de manière classique. On travaille du matériau qui est la terre. On y apporte des granulats également pour créer des reliefs hétérogènes au sein des cours d'eau, par exemple. Donc le métier change, mais fait appel aux mêmes, en tout cas à certains matériaux de base qui sont les mêmes qu'auparavant. Bon, voilà quelques exemples concrets de réalisation pour illustrer de manière très simple et très visuelle les propos précédents. On a en haut à gauche ce genre d'obstacle existant qui est présent sur un cours d'eau, une chute d'eau que j'ai entourée en blanc, qui crée une discontinuité au niveau du substrat du cours d'eau et une impossibilité de franchissement pour les poissons. Il y a donc un peuplement en aval et un peuplement en amont. Le travail qu'on peut réaliser sur ce type d'obstacle est ce qu'on peut voir en bas à droite, où on va effacer cet ouvrage, cette cloison, et restaurer sur un certain linéaire un nouveau cours d'eau qu'on va reterrasser et réhabiller avec des cailloux, avec des granulats, pour créer une diversité d'écoulements et des potentialités de franchissement par les poissons. Juste en bas à droite, par exemple, un autre cas d'aménagement, une zone humide avec création de mares, là davantage focalisé sur les batraciens ou les insectes. Alors oui, s'il me reste encore un tout petit peu de temps, le métier au quotidien, ce qui est important, l'étape clé, c'est de bien comprendre ce que souhaite l'aménageur. Alors c'est commun à peu près à tous les projets, mais là on est vraiment en milieu écologique sensible, donc les cas particuliers sont systématiques. Et on est présent de l'offre c'est-à-dire de la visite qui précède l'offre commerciale, jusqu'à la finalisation du projet, en apportant une réponse technique et méthodologique dans la réalisation qui permettent d'atteindre la fonctionnalité sans compromettre
ce qui est déjà existant et fonctionnel dans le milieu où on intervient avec les mêmes machines classiques de terrassement, quoi. Donc il y a une nécessité d'adaptation au cas par cas lorsqu'on monte nos dossiers, mais également sur le terrain pour s'adapter à ces milieux qui sont très variés. Voilà, on a une petite devise qui s'appelle « Si l'écologie avait avant tout une conscience, c'est aussi un métier », eh bien désormais c'est le nôtre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On va passer à la dernière présentation. On a pris un tout petit peu de retard. Et donc c'est Ariane Lennart qui va nous parler de façade, je crois. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à l'EDFAB de Cap Digital de m'avoir proposé d'intervenir ce soir pour présenter mon métier de responsable R&D dans le domaine du bâtiment et de l'aménagement durable, donc chez X2 Architects. Donc pour resituer le contexte, X2 Architects, c'est une agence d'architecture et d'urbanisme qui a été fondée en 2000 par Anouk Legendre et Nicolas Desmazières, et à qui l'on doit quelques beaux projets, donc notamment le musée de la préhistoire de Jeongguk en Corée du Sud, le pavillon de la France à l'exposition universelle de Milan en 2015 et la Cité du Vin à Bordeaux. Mais X2, c'est aussi une agence d'architecture qui a intégré depuis maintenant presque 10 ans une activité de R&D dans son agence. Et donc c'est à cette branche-là de X2 que je suis rattachée. Et c'est cette branche-là qui a conduit X2 a embauché des personnes qui ont un profil différent de celui des architectes et qui sont par exemple comme moi ingénieurs agronomes de formation. Mais je reviendrai plus tard sur mon parcours. Donc je vais essayer de vous convaincre que responsable R&D dans le domaine du bâtiment et de l'aménagement durable, c'est un métier du futur. Et pour ça, je vais partir d'un premier constat, c'est celui que la ville et les milieux naturels et agricoles se sont souvent mutuellement exclus, se sont construits en opposition totale, mais qu'aujourd'hui, sous l'impulsion et grâce à des initiatives et des mobilisations politiques, citoyennes et même de la part d'entreprises privées, dont des grands groupes de BTP, on a un changement de paradigme et on a un vrai désir de réintégrer ces deux dimensions et de faire en sorte qu'un dialogue se crée. Et donc pour ça, les personnes qui sont capables de faire le pont entre ces deux domaines d'activité ont un rôle à jouer. Donc, j'espère que j'aurai un rôle à jouer. Donc si je devais décrire mon métier en une phrase, ce serait d'innover pour le bâtiment et la ville, pour l'homme et pour l'environnement. Donc, à ce titre, j'assure le développement d'innovations dans le domaine du bâtiment et de l'aménagement durable, qui ont été, pour certaines, initiées par X2 depuis de nombreuses années et pour certaines sont plus récentes. Donc, la première et celle qui fait le plus parler d'elle, c'est le concept de biofaçade, pour lequel X2 possède des brevets, et qui consiste en fait en une façade qui est constituée d'une multitude de sortes de très grands aquariums plans, dans lesquels il y a un milieu de culture et dans lesquels croissent des microalgues. Et donc le but de cette innovation, c'est de valoriser les effluents de chaleur et de CO2 du bâtiment pour que grâce au processus de photosynthèse, les microalgues créent une biomasse qui est à très haute valeur ajoutée pour de nombreux secteurs industriels tels que la cosmétique, la nutraceutique, etc. Et donc voilà, on crée une sorte de panneau solaire végétal et photosynthétique.
Mais il y a d'autres innovations développées par XTU. Donc, par exemple, le mur végétalisé qu'on appelle Wild on Wall, et qui est un mur végétalisé économe en eau et en entretien, puisqu'il est inspiré des écosystèmes prairiaux. En fait, c'est comme une prairie. Elle possède les mêmes espèces, mais elle est mise à la verticale et non à l'horizontale. Donc, elle se différencie des murs végétalisés très très gourmands en eau et en entretien, comme ceux du Quai Branly, par exemple. Et enfin, la troisième branche d'innovation qu'on développe chez XTU, c'est des matériaux de construction écologique. Par exemple, le matériau terre crue, qui est souvent considéré comme un déchet du BTP, et des sortes de béton qu'on imaginerait végétalisables. Donc voilà pour le premier volet de mon métier. Le second, c'est le développement d'une activité de conseil finalement en bâtiment et aménagement durable auprès de différents acteurs du BTP, notamment des groupements immobiliers, de promoteurs et d'aménageurs. Donc pour ça, on s'attaque à plusieurs axes. Le premier, c'est la biodiversité, comme en parlait monsieur de Ecovivo tout à l'heure. En fait, ça peut paraître incompatible avec l'acte de construire, puisqu'on artificialise des terres. Mais finalement, même par ce processus, on peut prendre des décisions meilleures que d'autres en matière de biodiversité pour éviter de rompre les continuités écologiques qui existent. Donc ça, c'est un des axes forts de XTU. Le deuxième axe, c'est celui de l'économie circulaire. Voilà, appliquer les principes de l'économie circulaire dans le milieu du BTP. Ça peut être à la fois appliqué au processus de construction, par exemple en réemployant des matériaux, etc., ou dans le programme qui concerne le futur bâtiment, donc par exemple en permettant aux futurs usagers de composter leurs déchets organiques. Voilà, il y a toutes sortes d'actions qu'on peut effectuer dans ce domaine-là. Et enfin, le dernier axe sur lequel on travaille dans le monde du BTP chez XTU, c'est l'axe d'ancrage territorial du futur bâtiment dans son environnement. Donc voilà, c'est de faire en sorte de créer des liens entre le bâtiment et ses usagers et l'écosystème naturel et humain qu'il y a déjà en place sur le territoire. Par exemple, en mettant en place un point de vente de produits locaux au sein du bâtiment, ou même d'approvisionner un restaurant d'entreprise simplement avec des produits locaux faits par les agriculteurs locaux. Enfin, voilà, ça c'est quelque chose qu'on trouve intéressant. Et à côté de ça, on monte aussi des projets de végétalisation, notamment on a réalisé un à Paris, enfin on a été lauréat d'un concours à Paris il y a peu de temps, via l'appel à projet Pariculteur. Donc voilà, pour finir, je vais vous présenter un peu mon parcours, parce qu'on m'a dit qu'il y aurait peut-être des étudiants dans la salle susceptibles d'être intéressés. Donc après une prépa BCPST, qui veut dire biologie, physique, chimie, non, biologie, chimie, physique, sciences de la terre, donc c'est une formation très biologique, quoi. J'ai intégré une école d'ingénieur agronome qui s'appelle AgroParisTech, et après une année de césure où j'ai eu un peu l'occasion de découvrir les différents métiers de la réintroduction de la nature et des écosystèmes dans la ville, j'ai décidé de me spécialiser en IEVU, ce qui signifie Ingénierie des espaces végétalisés urbains. En fait, c'est un master qui est très récent, qui a que 5 ans aujourd'hui, et qui a été créé parce que le corps enseignant a vu qu'il y avait une véritable demande sur le marché de l'emploi de personnes capables de s'adresser à ces problématiques-là. Et donc voilà, je fais partie des premiers, des pionniers, et je suis persuadée que mes camarades de classe et moi, anciens camarades de classe plutôt, auront un véritable rôle à jouer dans la ville du futur. Donc pour terminer, parce que j'ai terminé, je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit la personne d'Advent City. C'est que la ville du futur, elle n'est pas forcément seulement high-tech, elle peut être aussi un peu low-tech. Peut-être qu'il faudra aussi réfléchir à revenir à des processus simples sur lesquels toute notre société est fondée finalement, que sont les processus qu'on trouve dans les écosystèmes naturels. Voilà. Je sais pas si j'ai des... Non, c'est bon. Eh bien, merci beaucoup. C'était la dernière présentation. Vous allez pouvoir discuter, si vous le voulez, avec les différents intervenants autour d'un verre pendant le cocktail. Ce dernier moment aussi, c'est le moment pour moi de lancer une annonce. Je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait faire une annonce aussi sur un événement. Est-ce qu'elle est là? Elle est du ministère du Développement durable. Est-ce qu'elle est venue? Non, elle n'est pas venue. Bon, on essaiera de retrouver son annonce. On vous les enverra par mail. Amajan, il y avait une annonce? Oui?
Bonjour. Si on peut faire une annonce.